J'ai été définie il n'y a pas longtemps par une nana qui est vachement présente sur les réseaux comme la folle d'Instagram. Le déclic, ça a été le décès du frère du parrain de mon fils, une intoxication au monoxyde de carbone à 40 ans. Et en fait, ça m'a fait un électrochoc. Et en fait, j'ai pris conscience que du jour au lendemain, la vie peut s'arrêter. J'ai dit en fait, je veux plus de cette vie où je bosse 40 heures semaine. Puis un jour, je dis non, en fait, je suis plus coach. Je me définis pas en tant que telle. J'ai une formation de coaching, mais c'est un outil. J'utilise certaines techniques que j'ai apprises pour aider mes clientes à dépasser des croyances, des peurs, des blocages. Par contre, je suis pas coach. Par contre, je suis consultante commerciale. Aujourd'hui, ma stratégie, mon canal d'acquisition, c'est le gratuit. Pour moi, il faut donner pour recevoir. Diane, je suis ravie de t'accueillir sur le plateau des Belles Voix. Ben merci, je suis contente d'être là. Ça me fait super plaisir. Pour commencer, je demande toujours à mes invités de se présenter en quelques mots, à la fois du côté pro et du côté perso. Voilà. Ok. Avant d'approfondir le sujet. Okay. Donc du coup, moi c'est Diane, j'habite dans les Côtes d'Armor du côté de Saint-Brieuc. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Voilà, et donc mariée, et donc du coup au niveau du pro, je suis consultante commerciale, donc j'aide les indépendantes qui galèrent à faire les 1 500 € de CA mensuel, à trouver des clients sans passer par le digital. J'ai une petite tradition dans les Belles Voix, Ouais. C'est que je commence toujours par donner des objets aux invités. Ça permet d'en savoir un peu plus, sur toi. Alors le premier, qu'est-ce que je vais sortir ? Ah ouais. Alors, c'est un cheval. Et... Alors, pourquoi un cheval, Diane ? Parce que ça a été un des métiers que j'ai fait. Déjà, ça a été une passion à la base. J'ai commencé tard, j'étais au fin de collège, je crois, quand j'ai commencé l'équitation. J'ai quand même une bonne quinzaine d'années d'équitation. Et j'ai été monitrice d'équitation. Voilà. Donc, le cheval a fait partie de ma vie pendant plusieurs années. Ouais. Je vais te le reprendre et te donner le deuxième objet. Alors, j'ai beaucoup piqué dans les affaires à ma fille. Bon, elle le sait. Je lui ai dit que je lui rendais ce soir. Je suis une vraie gosse, donc... Justement, on va continuer dans cet univers enfantin. Juste que je lui trouve le bon sens. Ça arrive, hop. Alors, c'est un déguisement. Je rentre pas dedans ? Non, j'ai pris la taille enfant. Je suis déçue. Alors pourquoi un déguisement ? C'est celui-ci, mais ça pourrait en être un autre. J'avoue, celui-là, si tu peux me le trouver en taille adulte, je serais quand même super contente. Je suis sûre que tu trouveras une belle histoire avec un costume de super-héros. Ouais, clairement. Je pense que tu fais référence à mon compte Insta. Tout à fait. Voilà, et j'ai été définie il n'y a pas longtemps par une nana qui est vachement présente sur les réseaux comme la folle d'Instagram. C'est vrai ? Je trouve que ça me va bien parce que j'ai ce côté enfant. Et oui, je me déguise beaucoup, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup l'autodérision, tout ça. Et donc, je trouve des idées en fonction des accessoires que j'ai. Pour donner une anecdote, on était chez mes beaux-parents en Normandie et mon beau-père a eu une opération qui faisait qu'il devait rester au calme. Et en fait, il y a eu un gros coup de vent, il y a un arbre qui est tombé sur la clôture du champ des moutons qu'il a. Et donc, c'était à mon mari, normalement, de devoir... aller tronçonner cet arbre. Et puis, j'avais tourné un peu de réel quand on était allés chez eux. Et mon mari me dit « Ouais, t'as pas une vidéo à faire, là, avec une tronçonneuse ?» Je dis « Attends, je vais trouver. » Et en fait, effectivement, j'ai trouvé. Et c'est celle qui a fait le plus de vues. Je suis à plus de 5000 vues sur cette vidéo. Et voilà. Donc là, actuellement, les gens ils me disent « Mais t'as pas des problèmes avec les idées ?» Je dis « Non, j'ai les idées. Je suis limitée sur les accessoires à trouver pour tourner mes vidéos. » Donc ouais, non, les déguisements, si t'en as que tu sais pas quoi en faire, tu me les envoies. Okay. Nous, on a toute une valise, tu vois, et on ressort en fonction des soirées à thème. Il y a toujours un truc qu'on... Ouais, moi, je suis preneuse. Mais on approfondira justement ce sujet de l'humour après. Mais voilà, là, je voulais déjà qu'on l'évoque parce que ça fait partie effectivement de tes traits de personnalité. Il y a une question aussi que je pose à chaque fois. J'aime bien parler de l'enfance parce que, voilà, comme je dis à chaque fois, l'adulte qu'on est, c'est aussi l'enfant qu'on a été. Et je voulais savoir comment toi, tu voyais le monde quand tu étais enfant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te touchait particulièrement ou qui te passionnait ? J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. J'en ai des souvenirs de ce qu'on me raconte. Donc ma grand-mère m'appelait Pimpin. J'étais un peu le chouchou. Je crois que je le suis encore un peu aussi aujourd'hui.
Comment je voyais le monde étant enfant j'ai pas trop de souvenirs de ça. Les souvenirs que je peux avoir, c'est que je pense que j'avais un manque de confiance en moi. Tu vois, je me voyais, non mais en fait j'aurais jamais le permis moi, j'y arriverais pas, ou tu vois, j'étais plus dans cette vision-là des choses. Je sais pas trop quoi te dire sur mon enfance. Je pense que là, comme beaucoup, l'injustice, c'est quelque chose que j'aimais pas, la frustration, même adulte, j'ai encore du mal avec la frustration, donc je pense que petite, elle devait y être. Mais la méchanceté, je me souviens que je stressais beaucoup pour l'école, tu vois, le peur de me faire gronder parce que j'avais pas fait un truc à l'école. Ah oui. Ouais, ça, je m'en souviens. Et après, des passions, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de sport. Je me souviens que j'aimais beaucoup déguiser. On avait un chat, un persan, je le déguisais. Voilà. Ah, déjà, je jouais à la poupée avec le chat, il dormait sous la couette avec moi et tout sur le dos. Ouais, par rapport à mon enfant, je pense que j'arriverais pas à dire plus. Et parce que le cheval, du coup, tu en as fait aussi tôt Le cheval est arrivé, je devais être en 4e ou 3e quand j'ai commencé l'équitation. Parce qu'en termes de confiance en soi, j'imagine que c'est quand même quelque chose qui doit aussi aider. Je sais pas trop parce que... Ouais, si quand même sur le fait que tu te rends compte que tu arrives à faire des choses. Et puis j'ai évolué assez rapidement. Parce que l'avantage de commencer plus tard, c'est que tu comprends vite certains concepts, certaines choses. Et tu vas progresser plus vite que quand t'es gamin. Donc c'est possible qu'effectivement c'est joué un petit peu. Mais je pense que ça n'a pas été le déclic dans ma vie niveau confiance. Ça a été plus tard. Dans la vie d'adulte, tu as eu un parcours assez riche. Tu as été donc, tu le disais, monitrice d'équitation. Tu as aussi fait de la vente. Tu as eu aussi une casquette d'enseignante, de conseillère pédagogique. Et tu t'es également formée au coaching donc pour ton activité d'aujourd'hui. Finalement, quand on regarde ton parcours, tout t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui quelque part. Quoi. Est-ce que tu imaginais du coup être entrepreneur un jour après ces activités finalement de salarié? Non, je pense que ma mère était infirmière libérale, donc j'ai vu, on va dire, un mauvais côté d'être à son compte. Beaucoup d'heures, beaucoup de fatigue physique et autres, beaucoup d'impositions aussi, donc je pense que j'ai eu le mauvais exemple. Et moi, j'ai toujours eu le syndrome des 2 ans. Au bout de 2 ans, en fait, je m'ennuyais et il me fallait autre chose. Donc j'ai eu ça jusqu'à ce que, pas que je rencontre mon mari. Après, quand on a acheté, je pense que je me suis un peu plus posée. Mais je m'ennuie vite sur quelque chose, donc j'ai besoin de renouveau. Et non, je pense que c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé. Il a fallu que j'en prenne vraiment plein la tronche dans le salariat pour me dire là, en fait, j'en ai ras-le-bol et j'ai juste envie de liberté pour l'envisager. Et puis, être à son compte, c'est bien, mais pour faire quoi, en fait? Aussi, oui, c'est sûr, il faut avoir l'idée. Je sais que quand j'étais monitrice d'équitation, me mettre à mon compte en tant que monitrice, avoir un centre équestre, ça m'a jamais donné envie parce que je voyais tout ce qu'il y avait derrière, toutes les charges, tout ce que ça imposait sur le plan familial. Et ça, j'en ai jamais voulu. Et moi, j'ai voulu vraiment d'être à mon compte quand j'ai pu observer avec d'autres personnes qu'en fait, il y avait l'aspect liberté derrière et faire ce que je veux. Et là, oui, ça m'a donné envie. Mais avant, non, jamais. Et du coup, comment est née finalement, à quel moment est née l'idée de créer Desdi Consulting? Alors, c'est parti de quoi? Je vais refaire un petit peu de machine arrière, on va dire 2-3 ans avant. Voilà. Donc j'étais effectivement consultante, j'étais conseillère pédagogique en salariat. Donc il y a eu le Covid qui est arrivé. Et avec mon mari, on a eu la bonne idée ou pas de faire un enfant pendant le Covid. Il y en a eu comme ça. Voilà. Quelle idée. Donc je suis devenue maman en 2021, début 2021. J'ai eu une grossesse, j'ai été arrêtée quasiment toute ma grossesse. Et en fait, donc, ça a été compliqué déjà en tant que maman de revenir vers le salariat. J'allaitais, donc déjà je suis arrivée à une grosse période d'activité sur l'entreprise, donc ma lactation, il n'y avait plus personne. Et donc sur l'été qui a suivi, la semaine juste avant de reprendre le travail en fin août, début septembre, on a appris avec mon mari que notre fils était hémophile sévère. Donc là, j'ai pris une grosse claque parce que avant de comprendre, d'être entourée de professionnels qui t'expliquent la maladie, que tu comprennes vraiment à quoi va ressembler ton futur, tu te dis en fait, je vais devoir arrêter de travailler, je vais être obligée parce que plus personne ne voudra le garder, les gens vont avoir peur, je vais devoir l'entourer dans du papier bulle, tu vois. Donc il y a eu cette peur de
il y a eu d'abord une peur de, voilà, je vais plus pouvoir travailler. Ça a été la même période où il y a eu une restructuration au niveau de l'agence où je travaillais. Ça faisait 3 ans qu'on était une petite équipe de 3 nanas, ça tournait bien, et puis la responsable a décidé de partir. Donc en fait, il y a un petit peu tout qui s'effondre, tu vois, ton monde pro, ton monde perso. Et là, en fait, j'ai eu un moment où dire, bah non, de toute façon, je vais arrêter de travailler. Et c'est pas mon genre. En fait, j'ai souvent des downs, mais je remonte très vite. Et en fait, pour moi, la manière de sortir de ce côté mon monde s'effondre, ça a été de dire, en fait, je postule sur le poste de responsable. Je sais pas qui va arriver, vaut mieux que ce soit moi, et je vais maîtriser, en fait, finalement, ce qui va se passer. On m'a refusé le poste. On m'a refusé le poste pour des questions de savoir-être. Mais ça me va bien, en fait. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ok, j'ai été irréprochable sur le savoir-faire, mais le savoir-être, voilà. J'étais du genre, j'ai pas de filtre, donc c'est pas pro, c'est pas entreprise, tu vois, je rentrais pas dans le cadre. Et donc, on m'a passé responsable adjointe. Je pense, avec le recul, c'était pour pas que je parte. D'accord. Donc, j'ai eu une augmentation de salaire, des pseudo-responsabilités qui se sont effectivement avérées pendant qu'il n'y avait pas de responsable sur l'agence. Mais le jour où il y a une responsable qui est arrivée, je savais que ma carrière dans cette entreprise stagnait. Et entre-temps, il y a eu un recrutement interne où en fait, ils ont fait rentrer un pervers narcissique en fait. Et lui m'a mis vraiment très bas. En termes de... pour moi, j'étais nulle, de toute façon. Je voulais partir, me mettre à mon compte, mais pour aller nettoyer des porcheries, parce que de toute façon, j'étais incapable de rien. Personne ne m'aurait recruté ailleurs, tu vois, vraiment. Et ça a été le moment où on a commencé le traitement pour mon fils. Donc, toute la culpabilité que j'avais mis un peu de côté m'est revenue en pleine tronche. Et en fait, j'avais juste envie de quitter l'entreprise pour avoir le temps. Parce qu'en fait, sur 40 heures semaine, avec un gamin, t'as pas le temps d'aller voir un psy, etc., pour me soigner moi. Et finalement, là, l'entreprise a dit non, mais il y a un problème. Quand t'as 2 nanas à manager, il y en a une qui pose sa démission, l'autre qui demande une rupture conventionnelle, tu dis hop, hop, hop. Donc, il se passe quelque chose, là. Finalement, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux pour rester ? Donc, on a eu une discussion, il y a eu des négociations, notamment pour adapter mon activité avec la maladie de mon fils, les traitements, les rendez-vous et autres. Et donc j'ai fait une bonne année de plus comme ça. Il y a eu un nouveau recrutement d'une responsable qui venait de Paris, une nana, mais extraordinaire. J'ai jamais eu un manager comme ça. Vraiment, on est restés amis maintenant aujourd'hui. Mais voilà, donc j'étais revenue finalement la bonne exécutante. Et le déclic, ça a été le décès du frère, du parrain de mon fils, une intoxication au monoxyde de carbone à 40 ans. Et en fait, ça m'a fait un électrochoc. J'ai commencé à avoir des visions noires où je voyais mon fils dans un cercueil avec des cicatrices d'autopsie, tu vois, vraiment. Et en fait, j'ai pris conscience que du jour au lendemain, la vie peut s'arrêter. J'ai dit, en fait, je veux plus de cette vie où je bosse 40 heures semaine, où je dois me poser la question à savoir qu'est-ce qui est plus important, c'est rester avec mon fils à l'hôpital parce qu'il s'est blessé, ou aller ouvrir l'agence à 9h parce que j'ai un rendez-vous client à 9h15, tu vois. Et d'être dans ce tiraillement entre les deux, j'en voulais plus, de rentrer le soir, d'être crevée après tes 10 heures de taf. Ton fils, il a 2 ans, il pleure, il a besoin de sa mère, il est fatigué, mais en fait, toi, t'as juste envie d'être tranquille, d'aller scroller sur ton téléphone et ben en fait, tu dis non, j'ai pas fait un enfant pour ça, je veux plus de cette vie. Et là, j'ai dit, en fait, je quitte le salariat. Je savais pas trop pourquoi. J'ai dit, mais je quitte. Donc, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle. J'ai eu la chance qu'elle soit acceptée. Et j'ai fait une rupture longue. Ça veut dire, pendant 6 mois, j'ai dit, je reste dans l'entreprise, je finis l'année scolaire parce que je sais que c'est important, il va y avoir le rush, je fais les choses bien. Et du coup, là, j'ai commencé à regarder des contenus sur l'entrepreneuriat, écouter des podcasts, notamment de Aline Bartoli, The Bee Boost, qui m'ont énormément nourrie. Et j'ai réfléchi, qu'est-ce que je vais faire comme activité ? Mais je savais que je voulais me mettre à mon compte. J'aime beaucoup vendre, vraiment, j'adore ça. Et je me suis dit, tiens, est-ce que j'irais pas faire closeuse ? Donc en gros, closer, c'est pour des boîtes, ils ont des touches, et toi, tu récupères les potentiels prospects pour aller les convaincre d'acheter, et tu touches une commission. Okay. Et puis en creusant un petit peu, j'ai remarqué que c'était beaucoup, tu vas rigoler en plus quand tu sais comment ça se passe aujourd'hui, c'était beaucoup être sur les réseaux sociaux, à se montrer, contacte-moi en MP et tout, et j'avais pas envie de ça. Non, c'était pas moi. Et en fait, il y avait une prestation que je vendais beaucoup, c'était le coaching scolaire. Et j'adorais ce côté-là. Je coachais sans le vouloir un peu les gamins que j'avais en face de moi pour les motiver, leur donner envie de se bouger et de travailler en fait pour eux. C'était pas pour leurs parents, c'était pour eux. Donc je me suis dit, le coaching, c'est pas mal. Et en fait, pour être coach scolaire, il fallait, à l'époque, aujourd'hui je suis plus du tout là-dedans, être certifié coach RNCP. Être reconnu par l'État en tant que coach. Donc du coup, je me suis lancée sur une formation de coach professionnel qui a été super intéressante pour moi. En termes de développement personnel, en fait, moi.
j'ai pris conscience de plein de choses, je me suis ouverte à beaucoup de choses. J'étais quelqu'un d'assez fermé, assez pragmatique et autres. Donc tu vois, quand je commençais à côtoyer des nanas qui étaient dans les soins énergétiques et tout, je dis « Waouh, c'est qui ces nanas perchées là ?» et tout. Et en fait, je me suis ouverte, je me suis intéressée, j'ai testé et j'ai vachement évolué. Mon regard à l'autre a vachement évolué. La part de responsabilité qu'on peut avoir les uns les autres a vachement évolué aussi. Et voilà. Et puis bon, après, j'ai été certifiée. Je me suis dit, soit je relâche encore 2 000 € dans une formation pour passer la coach scolaire. Ouais. Je dis, j'avais déjà lâché 7 000 balles. Je commençais pas mon activité. Je dis, attends, on va déjà aller rentabiliser ça. Donc je me suis lancée comme coach pro. Et en fait, à la base, je voulais me positionner sur les mamans débordées, etc. Et il s'est avéré assez rapidement, parce que j'avais commencé une thérapie après être accompagnée, après avoir quitté le salariat. Et il s'est avéré... En fait, je voulais pas accompagner ces personnes-là, c'était moi. Et au bout de 2 mois d'activité, je dérive, du coup, là, je suis partie. Mais vas-y, je raconte ma vie, là. Ouais. Ma psychiatre m'a engueulée un jour. Je sentais que j'étais pas à 100% de mon potentiel. Je suis plutôt quelqu'un qui est proactive. Je procrastinais beaucoup pour quelque chose qui m'animait. Et je comprenais pas, beaucoup de fatigue et autres. Et en fait, elle m'a engueulée un jour. Elle me dit, mais quand est-ce que vous comprendrez que tant que vous arrêtez pas 6 mois, en fait, ça n'ira pas mieux. Et tu dis, non, mais je suis à mon compte, j'ai pas le droit de m'arrêter 6 mois. Et là, j'ai dit, ok, j'accepte de m'arrêter 15 jours. Je suis rentrée chez moi en stress, j'ai appelé la Sécu, j'ai appelé Pôle emploi. Et à partir du moment où on m'a rassurée en me disant, oui, vous aurez quelque chose, et là, en fait, j'ai tout qui a lâché. D'accord. Ouais, j'ai le corps qui a lâché, le psychologique qui a lâché. En fait, je me suis autorisée à aller mal. Voilà. Et donc, j'étais en burn-out. Mais je l'ai beaucoup renié parce que pour moi, c'était pas possible. C'était obligatoirement lié au salariat. Mais non, en fait, je l'étais pendant le salariat, je savais pas, mais tant que tu le soignes pas, tu le cumules. Et donc, ces 6 mois d'arrêt se sont transformés en 11 mois. Et ça a été nécessaire, en fait. Donc, j'ai tout coupé pendant à peu près 6 mois, sauf j'étais adhérente chez Femmes de Bretagne. J'étais coordinatrice chez Femmes de Bretagne, donc du bénévolat. C'est la seule, on va dire, activité sociale que j'ai gardée en dehors des amis. Et même les amis, à un moment donné, j'ai levé un peu le pied aussi parce que les gens ne comprennent pas que non, mais t'es à ton compte, t'es en arrêt, déjà de s'arrêter pour non, mais t'es pas malade en fait. Si, je suis malade, mon cerveau est malade en fait. Et les gens, tu vois, il y a vachement de croyances par rapport à ça. Donc, pourtant, on en parle beaucoup aujourd'hui, quand même. Ouais, mais il y a quand même encore. C'est plus un sujet tabou, j'ai envie de dire. Non, mais il y a encore des a priori sur le sujet, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait mes 6 mois vraiment, et puis j'ai commencé à aller mieux, et là, j'ai tout remis en question. C'est-à-dire que, est-ce que je veux vraiment retourner vers ce que je fais actuellement, ce que je faisais avant ou pas, ou est-ce que j'ai envie de mettre en place un modèle économique qui me respecte plus moi, en fait. Donc là, j'ai réfléchi, j'ai monté une formation en ligne. Tu vois, je bossais peut-être 2 heures par semaine, mais je l'ai fait de manière distillée. Et à côté de ça, j'étais au contact d'entrepreneuses de divers milieux. Et en fait, dès que je parlais, je vais accompagner les nanas qui sont en charge mentale et tout. En plus, j'étais restée vraiment sur ce qu'on t'apprend en formation de coaching. C'est des étapes à respecter, c'est au moins 1 000 balles l'accompagnement. Je dis, mais comment je vais aller vendre ça, tu vois, bon. Et en fait, je me rendais compte que je donnais beaucoup de tips sur la vente aux nanas. Que ça avait beaucoup de répondants, et un jour j'ai une collègue, en général elle met des taquets régulièrement comme ça, bienveillants, mais ça me fait réfléchir, et elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de la prospection externalisée, quoi? T'es bonne pour vendre. Et je dis, non, mais j'ai pas envie de faire la merde des autres en fait. Prospecter pour moi, oui, mais je vais pas aller faire le boulot chiant des autres, tu vois. Ça revenait un peu au closing d'avant, et donc j'ai fait mon petit bout de chemin. Au début, je me suis dit, bon allez, je vais être coach qui accompagne les indépendantes qui galèrent et tout. Ça prenait un peu mieux, mais ça prenait pas. Et puis un jour, je dis non, en fait, je suis plus coach. Je suis plus coach. Et puis, tu vois, le film Gourou qui est sorti dernièrement m'a conforté dans le fait qu'en fait, non, je ne suis pas une coach. Je me définis pas en tant que telle. J'ai une formation de coaching, mais c'est un outil. J'utilise certaines techniques que j'ai apprises pour aider mes clientes à dépasser des croyances, des peurs, des blocages. Par contre, je suis pas coach. Par contre, je suis consultante commerciale. Parce qu'en termes d'éthique, un coach n'est pas censé donner de conseils. Et moi, mais je peux pas. Je peux pas ne pas donner de conseils. Et du coup, voilà, c'est là que je me suis dit, en fait, moi, je suis consultante commerciale. Parce que la vente, je kiffe ça, j'adore ça. Et je ne peux pas faire autrement que d'être dans ce milieu et vendre et donner des conseils là-dessus. Et donc, je suis consultante parce que je donne des conseils. Et j'ai des outils, après.
Le coach, c'est plus la manière dont tu vas apporter, on en reparlera aussi, mais tu vas amener les sujets aussi, ou ta personnalité, justement. Le questionnement, la manière dont tu peux... pousser aussi, plus dans cet aspect-là, quoi. Et ce qui me gênait, tu vois, dans le coaching, c'est qu'en fait, il y a tout et n'importe quoi aujourd'hui. Tu tapes dans une poubelle, t'as 10 coachs qui sortent. Et en fait, je suis gentille, mais t'as des coachs en tout aujourd'hui. Et ça veut plus rien dire être coach. Donc, je voulais vraiment sortir de ça. Et je le regrette pas. J'ai rencontré une nana un jour qui s'est présentée comme coach en rangement émotionnel. Alors là, tu te dis, attends. Il faut qu'on extériorise nos émotions, on les garde, on les enfouit, mais depuis quand on range nos émotions, tu vois? Et puis tu restes dans la bienveillance, c'est pas parce que tu es en formation de coaching que tu as la science infuse, et tu dis, du coup, tu fais ça, tu as fait une formation, tu as fait psycho, tu as fait une formation en neurosciences ou autre. Non, je suis autodidacte. Mais faut pas faire ça, mais c'est dangereux, mais non, tu vois. Et là, je me suis dit, non, je veux pas être dans cette catégorie de coach. Tu vois, la gourou, clairement, ça m'a fait un déclic. J'avoue, ça a fait beaucoup parler. J'ai vu énormément de choses passer à ce sujet. Alors, j'ai fait mon post sur Gourou. Ouais, j'ai vu. Et après, alors en fait, je voulais vous parler de ça. Je suis allée voir Gourou. J'ai adoré. Alors, je vous annonce que finalement, maintenant que vous avez mon attention... parler de ça, mais par contre... mais j'aime bien bonne manière de faire. Alors, si tu veux bien, on reparlera un petit peu du burn-out après, pour voir plus en termes de conseils, tu vois, avec le recul que tu pourrais apporter, toi, à d'autres personnes qui traversent cette épreuve. Et là, je voulais axer sur ton activité. Alors moi, ce que j'aime bien aller fouiller le site, tout ça, les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai retenu là, j'aime beaucoup tes accroches justement pour parler de tes programmes, notamment Pimpe ton bise ou encore À ta place, je ferai. Ouais. Et alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'on retrouvait exactement dans ton programme, quel problème, on va dire, précis tu aides à résoudre. Alors, du coup, c'est vraiment deux choses distinctes. C'est-à-dire que pour travailler avec moi, tu as à peu près 2 canaux d'entrée. Tu vas avoir 2 canaux. Ouais, 2 canaux. Ouais. C'est pas mal ça. Moi, le français, on a un peu du mal des fois. Je propose un audit gratuit qui me permet de cerner un petit peu la problématique de la personne. Et en fonction de son problème et de son profil, je propose l'une ou l'autre des prestations. Pimpe ton bise, on va dire, ça va être pour quelqu'un qui va être porteuse de projet, par exemple, ou une nana qui vraiment n'a aucune stratégie commerciale. Elle est très bonne exécutante, mais par contre, la partie chef d'entreprise, vente, client idéal, tout ça, elle ne maîtrise pas. Donc là, pour le coup, dans Pimpe ton bise, en 3 mois, on reprend de A à Z, vraiment toute la stratégie commerciale. C'est-à-dire, qui est ma cible? Et oui, il faut faire un choix, à un moment donné, on ne peut pas parler à tout le monde. Et je dis, ça ne veut pas dire qu'on se ferme des portes, donc j'explique tout ça. Qui est ma cible? Clarifier son offre. Parce que c'est peut-être clair pour toi, mais ça ne l'est pas pour la personne à qui tu dois vendre. Tout ce qui est discours de vente, le truc qui fait super peur, alors qu'en fait, c'est juste de l'humain. Donc j'accompagne vraiment là-dessus, discours de vente, tout ce qui est la prospection. Où est-ce que je peux trouver mes clients, mais aussi en respectant mes valeurs. C'est-à-dire que moi, je peux aller faire la femme sandwich dans la rue, ça me fait ni chaud ni froid. Mais c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Donc c'est respecter aussi mes clientes, leurs valeurs, ce qu'elles aiment faire ou pas. Parce que moi, je pars du principe que quand on est à son compte, c'est pour kiffer. Sinon, ça sert à rien. Et tout ce qui va être aussi beaucoup plus chef d'entreprise, c'est-à-dire avoir des objectifs. Quand je demande c'est quoi tes objectifs commerciaux sur les 3 prochains mois, qu'on me répond j'aimerais bien avoir un petit salaire pour payer mes charges. Je dis, mais comment veux-tu amener ça en action? Tu vois, c'est pas possible. Donc, je les aide aussi à avoir cette mentalité. Je me fixe des objectifs, comment je les ramène à du factuel, du concret et mettre un plan de prospection en place. C'est-à-dire que je veux faire tant de CA à l'année par mois. OK, en vendant quelle prestation? Mais faire le choix de dire, je sais pas, je verrai ce qui va. Non, en fait, tu fais le choix. Moi, ce mois-ci, j'ai décidé de vendre quelle prestation? Tu vois, j'essaie de les amener dans cette démarche de c'est toi qui vas chercher ton chiffre d'affaires. T'attends pas que les clients ils tombent du ciel, ça se saurait. Tu vois. Donc j'essaie vraiment d'amener toute cette logique-là. L'expérience client aussi qui est super importante. L'expérience client, aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu vas te différencier des uns ou des autres. Et la légitimité est là où ma casquette de coach intervient un petit peu. Et ça, tu vois, c'est le dernier module. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la légitimité, Là, j'ai une cliente qui a commencé il y a 2 semaines. Au 2e module, où on travaille le client, quand on fait le débrief, parce qu'il y a toujours une visio en 1 après chaque module, elle me dit mais en fait ça m'a fait vachement du bien et tout, j'ai plus peur pour mon projet, je sais que ça va aller, je te fais confiance. Et en fait ça me fait kiffer. De me dire que déjà au bout du 2e module, elle a avancé, elle a plus peur, etc. Parce que le 1er module c'est un peu ça. Je fais le point sur quelles sont les peurs, etc. Et qu'on fasse vraiment est-ce que moi je vais vraiment t'aider ou pas.
Donc, People Me This, c'est vraiment ça. C'est quand il y a besoin de reprendre de tout de A à Z. À ta place, je ferais, ça va être pour un profil différent. Ça va être pour des nanas qui baissent un peu les bras, tu vois, quand tu es un peu dans le down, que tu sais plus trop quoi mettre en place, tu as essayé plein de choses, tu sais à peu près qui tu vas voir, des fois c'est un peu le discours qui n'est pas bon. Et là, pour le coup, je te dis, tu me confies ton business, tu remplis un formulaire où je te pose plein de questions, et moi, je me mets dans tes baskets, et je te dis comment moi, je ferais pour aller en gros chercher du fric, chercher de la moula. Ça, j'aime beaucoup ce mot. Et donc j'ai des objections des fois qui me disent ouais, mais du coup on n'a pas d'autres appels, on n'a pas d'autres échanges. Je dis non, en fait le questionnaire me suffit à avoir les éléments dont j'ai besoin pour te dire ce que moi je ferais. Si vraiment il me manque des choses, de toute façon j'ai ton numéro, ton mail, je t'appelle, voilà, je te contacte. Mais en fait, je veux pas que tu me pollues avec tes croyances, je veux pas que tu me pollues avec, tu vois, c'est vraiment une analyse à froid. Ouais, neutre. Enfin, il y a pas de sans sentiment, sans voilà. Et après, elles en font ce qu'elles veulent. C'est pas et je me dédouane vachement là-dessus en disant c'est pas parce que je dis ça que tout de suite tes clients. Est-ce que tu vas t'approprier ce que j'ai dit ? Est-ce que tu vas vraiment dire les phrases que je t'ai notées dans le dossier, ce que je restitue un dossier entre 15 à 20 pages, qui reprennent quand même une bonne partie de la stratégie commerciale. Est-ce que tu vas vraiment mettre en application mot pour mot les phrases que je vais te donner ? Ou est-ce que tu vas réintégrer dedans tes croyances, non mais ça va pas marcher, ou est-ce que tu me fais confiance ou pas ? Parce que j'ai fait mes preuves en fait, je pars du principe que j'ai fait mes preuves, mon activité on va dire qu'elle est récente, parce qu'avec mes 11 mois d'arrêt, j'ai repris que réellement mi-août. En novembre j'ai déclaré plus de 3 000 € de CA, ce mois-ci je vais être encore à plus de 3 000 € de CA, je descends pas en dessous des 1 500 € de CA. Donc je pense que moi je fais mes preuves, je sais vendre, je sais aller chercher des clients, donc fais-moi confiance. Et voilà, je vais pas leur dire comment faire leur boulot, vraiment pas. Par contre, des fois, je vais aller travailler un peu la pyramide des offres, de dire, voilà, aujourd'hui, tu n'as qu'une prestation, c'est du 1 à 1, tu peux pas arriver à 2 000, 3 000 € de CA comme tu veux viser en faisant que ça. Donc, je les aide à réfléchir, à peut-être avoir des prestations un peu plus premium, à avoir surtout, et moi, j'aime travailler le bas de la pyramide, c'est-à-dire par quel canal va arriver ton client. Et moi, aujourd'hui, ma stratégie, mon canal d'acquisition, c'est le gratuit. Pour moi, il faut donner pour recevoir. Et c'est tellement plus facile d'avoir des contacts quand tu donnes de ton... Et puis tu montres qui t'es, ton expertise est haute, tu vois. Bien sûr. Et en fait, mes 2 prestations, ça va être ça. Juste pour revenir par rapport au programme en ligne, donc c'est sur 3 mois. Donc en gros, il y a plusieurs modules. Donc la personne, elle suit le module et après, vous avez systématiquement une visio, c'est ça ? Actuellement... Que les gens comprennent bien. Actuellement et jusqu'au mois de juin. D'accord. Parce qu'après, je vais t'expliquer pourquoi. Actuellement, jusqu'au mois de juin, c'est ça. Effectivement, il y a 8 modules. C'est des vidéos, des questionnaires, c'est des vidéos. T'as des vidéos qui vont... c'est un peu comme des cours, c'est de la théorie, en fait. Je t'amène j'explique, en fait, par exemple, le client idéal, je t'explique qu'est-ce que c'est que ce concept. Je t'amène certaines notions de marketing que je viens simplifier, en fait. Moi, l'idée, c'est pas de te parler de unbundling, machin, d'upsell, Non, l'idée, c'est de te parler avec des mots que le commun des mortels peuvent comprendre, de vraiment simplifier le marketing, que ce soit accessible à tout le monde et que ça arrête de faire peur en fait, parce que ça fait pas peur de vendre, c'est juste de l'humain. Donc l'idée, c'est les vidéos mettent le cadre. Ensuite, il y a 17 fiches de travail, je crois, en tout, pour amener ce concept théorique à l'entreprise. Elles dégrossissent via les fiches de travail. Et des fois, je relance des nanas, je dis, ça fait un moment que je t'ai pas vu en visio. Ah, mais je bloque. Je dis, non, mais bloque pas, en fait. Prends ta visio, elles réservent leur visio après chaque module. Et en fait, ça sert à ça. On va travailler, voilà. Et la visio sert à aller, entre guillemets, corriger les fiches de travail. Je reprends certaines choses qui n'ont pas été comprises, je leur dis moi je le ferai plus comme ça, et là je donne énormément de conseils sur voilà, tu peux moi je serai toi, je te présenterai comme ça, et je leur explique aussi le pourquoi. Parce que pour moi, si tu n'expliques pas les choses, s'il n'y a pas de sens, tu le fais pas. Donc voilà. Et donc oui, là c'est le format qui va être à peu près jusqu'au mois de juin. D'accord. Comme ça. Et donc moi je me suis mis à mon compte vraiment pour ne pas m'oublier. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, mon suivi client est énormément chronophage. Sur ce programme, je répète énormément de choses. D'accord. Et aujourd'hui, c'est pas que j'aime pas accompagner mes clients, mais en fait, j'en ai marre de répéter 15 fois la même chose, tu vois. Non, à cet endroit-là, c'est pas ça. Il y a des trucs, c'est tout bête. En fait, la fiche d'avant, on a vu ça. Le problème, on l'a vu dans la fiche 2. Je te dis de copier-coller ça dans la fiche 3. Et tu vois, c'est des trucs, en fait, je perds du temps et c'est pas... C'est redondant. Ouais, puis c'est pas mon expertise, en fait. Et donc là, je suis en train de retravailler complètement... Non mais, les gens, ils rigolent, je suis barjou, je vais dans tous les sens. Je suis en train d'essayer de me créer un agent IA. Ah oui, d'accord. Pour répondre... Que l'agent corrige les fiches de travail automatiquement.
mais avec ce que j'ai dans la tête. Mais c'est un boulot monstre. C'est-à-dire que par fiche, je dois lui envoyer les réponses de, 3, 4, 5 clientes, que je fasse l'analyse, moi, que j'ai fait de la fiche pour que lui intègre la manière dont je réfléchis. Tu vois, c'est un boulot... Mais c'est kiffant. Ouais, mais ça met du temps pour qu'il intègre justement. C'est pour ça que je me laisse au moins 6 mois, voire plus, jusqu'après l'été. Et dans l'idée, c'est que les fiches de travail soient corrigées automatiquement. Parce qu'en fait, l'agent IA va le faire aussi bien que moi, voire même mieux sur certains points. Parce que moi, des fois, j'oublie des choses qui me viennent après. Lui, il ne va pas les oublier. Elles vont recevoir une fiche propre, un compte-rendu propre, alors que là, c'est elles qui prennent des notes. Moi, je ne fais pas de restitution écrite. Et après, je ferai une permanence. Je ne sais pas de combien de temps, mais toutes les semaines, j'aurai une permanence où elles peuvent se connecter et où je peux répondre aux questions. Et là, par contre, on sera sur mon expertise et on sera sur on avance, voilà. Et on ne sera pas sur je corrige des tu vois, mon métier, c'est pas de corriger des fiches, en fait. Donc, je suis en train... Et l'avantage pour moi, en fait, c'est que du coup, je vais me libérer du temps, peut-être pour d'autres prestations, peut-être pour d'autres projets que j'ai aussi, parce que je n'arrête jamais. Les projets, c'est la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux ambitions que j'ai en termes de chiffre d'affaires et autres, tu es obligé, c'est ce qu'on appelle scaler ton business. En fait, c'est faire en sorte d'automatiser un maximum ton business pour qu'il puisse fonctionner, pas sans toi, mais quand même beaucoup moins avec toi. Tu vois. Surtout avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que... Voilà. Je me dis, demain, je peux avoir un souci de santé, mon fils peut y avoir un souci, normalement non, mais bon voilà, on peut tous avoir quelque chose dans la vie, un décès ou un proche qui aura besoin de moi. Je veux pouvoir dire, mais en fait, je me barre 15 jours, un mois pour aider quelqu'un ou moi pour prendre soin de moi, et que j'ai quand même du chiffre d'affaires qui rentre. Ça tourne. Donc là, aujourd'hui, c'est l'objectif. 2026, c'est ça. Ok. Voilà, restructurer mon business pour que mon business puisse tourner, même si je suis moins présente. Si tu avais 2 ou 3 bases ou conseils indispensables là, à quelqu'un qui... un tips à donner à quelqu'un qui crée son entreprise, qu'est-ce que tu lui dirais là tout de suite ? 3 premières choses. Que déjà, si tu crées ton entreprise, ton métier, c'est vendre. Ça, il faut se mettre dans la tête, en fait. Peu importe ce que tu fais, si tu es à ton compte, ton métier, c'est vendre. Donc, si tu ne sais pas faire, fais-toi accompagner, apprends à le faire. Sinon, ton entreprise, tu vas galérer, tu ne pourras pas en vivre. Et après, c'est vraiment savoir à qui je m'adresse, quel est le problème de cette personne et comment j'y réponds grâce à mes offres, à mes prestations, à mon produit et autres. Et non pas, je trouve que c'est bien, je vais le faire comme ça. Non, il faut que tes prestations soient adaptées au problème et répondent à la personne. Je pense que si déjà tu n'as pas ça de clair, tu ne vas pas plus loin. Et pas se parler à soi-même. Tu vois, on en rigolait avec les filles juste avant, mais beaucoup de ma cible est dans le bien-être. Et en fait, des fois, j'entends des choses, mais le divin passe à travers moi, je vais t'apprendre à être aligné, à te réaligner avec ton vivant. Je dis, mais moi, en fait, ça me parle pas. Non, mais ça parle finalement, ça lui parle à elle et à toutes les nanas qui font comme elle. Mais le commun des mortels et les gens qu'elles peuvent aller chercher, qu'elles pourraient aider réellement, ça leur parle pas. Mais en fait, il faut pouvoir parler à un enfant de 5 ans, tu vois. Et finalement, c'est ça, c'est de se dire quels mots utilise ma cible. Je pense que c'est vraiment les premières questions qu'il faut se poser. Et tu vois, quand j'écoutais ces podcasts business, etc., mais le client idéal, le persona, la cible, en fait, tu peux l'appeler comme tu veux. Moi, je l'appelle Martine. Moi, j'aime beaucoup Martine. On va en parler, Martine. Ouais. Mais du coup, tu as vraiment besoin de connaître ça avant d'aller plus loin dans ton business. Et de toute façon, tous mes accompagnements, je commence par ça. Tu commences par ça. Avant de parler de Martine... Est-ce que tu aurais un témoignage ou un exemple marquant en fait, d'un de tes accompagnements ? Quelqu'un qui... ça a switché, toi, ça... un témoignage qui t'a beaucoup apporté par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Je vais en avoir 2. Je vais en avoir une, c'était pas une cliente. C'est une nana... elle va se reconnaître, je pense. C'est une nana que j'avais rencontrée à un afterwork, femme de Bretagne. Elle était super introvertie. Elle était venue avec une copine salariée parce qu'elle avait peur de venir toute seule à l'afterwork. D'accord. Et donc, ça avait bien matché. On s'est revus à plusieurs événements où elle venait seule. On a eu des liens aussi On n'a jamais travaillé monnayé, en fait. Mais il y a eu des conseils qui sont donnés un petit peu comme ça.
Et puis, j'ai organisé dans le cadre de Femmes de Bretagne en septembre dernier la journée des audacieuses. Donc, c'est une journée dédiée à l'entrepreneuriat féminin où, sur toute la journée, qu'elles soient porteuses de projets, indépendantes, adhérentes ou pas à Femmes de Bretagne, elles avaient accès à 3 ateliers sur la journée, sur 9 au choix. Il y avait une conférence, il y avait du massage assis le midi, il y avait du shooting photo pro gratos, tu vois, il y avait vraiment, c'était un gros truc. Et en fait, j'étais sur la conférence, il y avait 130 nanas qui étaient dans l'amphi. Et cette nana-là, elle n'a pas arrêté de poser des questions. Et là, je me suis dit, non mais, il y a moins d'1 an, t'osais pas venir toute seule à un after-work. Et là, t'es en train de raconter ta life devant 130 personnes, ça te va bien. Et puis, après coup, j'ai des nanas qui sont allées à des after-work ou autres, qui ont dit, ah non, mais tu l'aurais vu, comment elle te vend, alors qu'en fait, on n'a pas réellement bossé ensemble. Et là, je me dis, bah, ça me fait du bien de l'avoir évolué et que j'ai pu contribuer à ça. Et j'ai une autre cliente qui, très douée, elle est ostéo très douée dans son métier, elle veut aller vers les entreprises et autres. Par contre, l'entrepreneuriat, mais elle n'a jamais appris à faire ça. Et régulièrement, elle me fait rire, parce qu'on rigole beaucoup, parce que moi j'ai besoin de rire. Et d'une séance à l'autre, je dis, mais putain, elle a tout oublié et tout. Et là, dernièrement, il y a eu un déclic. Elle m'a envoyé, en plus c'était une journée où j'avais pas eu d'électricité, j'ai des problèmes d'électricité en moment. Voilà. Et puis, je venais d'apprendre qu'il y a une cliente un prospect, que j'avais fait une vente, finalement, elle s'est désistée, donc j'avais un peu le moral dans les baskets. Et puis, je me suis dit, non, mais attends, ce matin, t'as reçu 2 SMS de clientes super contentes, dont elle, qui dit, ouais, ça y est, j'ai démarché en entreprise, je suis allée en entretien, j'ai obtenu une demi-journée d'intervention en entreprise payée, je suis trop contente, j'ai rendez-vous fin de semaine avec un autre espace de coworking. Et là, tu dis, bah, en fait, si, j'apporte quelque chose aux nanas, et ça me fait vraiment du bien. Et finalement, dans mon écosystème, tu vois. J'aime beaucoup le réseau, mais finalement, moi, j'aime plus l'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'entoure de nanas en qui j'ai confiance. Et en fait, parce qu'elles croient en ce que je fais, et moi, je crois en ce qu'elles font. Pour moi, c'est super important. Et ces nanas-là, bah, elles sont tout le temps en train de me faire des éloges ou autre. Mais je leur en fais aussi, tu vois, parce que moi, je crois vraiment en leur business. Et ouais, en fait, c'est ça qui me fait kiffer. C'est quand, tu vois, hier, j'étais en after-work, j'avais eu un prospect en audit, elle hésitait à prendre ma prestation. Je lui ai parlé en fin de soirée, mais quand je lui ai parlé, en fait, toutes les nanas qui avaient déjà bossé avec moi, elle avait fait le boulot. Ah oui. Elle était déjà convaincue avant de revenir parler avec moi que ouais, j'ai envie de bosser avec toi. Et ça, tu te dis en fait, quand on arrive là, c'est ce que tu fais, ça sert et ça aide les gens. Et même mon Insta, j'ai des messages, ouais, j'adore ce que tu fais, c'est trop bien. Déjà, ça fait du bien parce que on se marre. Et je trouve, j'inspire des nanas et je trouve que c'est cool. Ouais, c'est mon kiff, ça, d'inspirer. On sent justement, voilà, là, tu le démontres, je l'avais aussi ressenti sur tes réseaux, dans tes posts, cette volonté profonde d'aider les entrepreneurs, en particulier les femmes. Ouais. Tu nous diras aussi pourquoi. Ouais. D'ailleurs, tu as écrit « Je peux économiser sur un hôtel, mais jamais sur l'humain ». Vous irez voir sur Instagram, vous trouverez le post. Ouais, le coup du camion, j'ai dormi à 12 degrés. Non, c'était cool. Ouais. Et c'était de nous partager, tu viens de le faire, mais c'est ton pourquoi finalement, c'est ça. Le why. Le why, le fameux de Simon Sinek. Ouais, oui, en fait... quand tu es coach, tu travailles beaucoup sur les valeurs. Et moi, j'ai une valeur qui est super importante, c'est le partage. C'est-à-dire que si je suis arrivée au burn-out, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que je donne beaucoup pour les autres et je m'oubliais moi. Donc ça, j'ai travaillé sur moi, c'est beaucoup mieux. Mais ça n'empêche que aujourd'hui, j'arrive à compartimenter, à dire je donne d'une certaine manière, notamment grâce à mon canal d'acquisition. Plutôt que de mettre de l'énergie dans prospecter, je donne. Et ça me permet d'avoir des clients. Donc ça me va bien. Mais pour moi, c'est super important de donner. Ouais. Et les nanas, de toute façon, qui sont avec moi tout le temps dans le réseau, on est une petite team maintenant où je pense que vous allez bientôt nous voir sur des réels, je vais les embarquer dans ma connerie. Mais en fait, ces nanas, je donne sans compter. Tu vois, là, j'ai une pote qui va pas bien, une pote entrepreneuse qui va pas bien. Elle est en train de se faire une thérapie avec ChatGPT. Je dis, mais vas-y, arrête et tout, fais pas ça. Et je lui dis, écoute, je vais te coacher, parce que à la base, j'ai quand même cette formation de coach pro. Je vais te coacher, tu payes pas. Elle me dit, non, mais je veux pas te prendre de ton temps et tout, machin. Je dis, tu te rends pas compte à quel point ça me bouffe beaucoup plus, moi, de savoir que j'ai quelqu'un que j'estime qui est proche autour de moi qui ne va pas bien, que de t'offrir 1 heure de mon temps par semaine pour que t'ailles mieux.
Tu vois ? Et j'ai vraiment... et oui, et en fait, mon why à moi, c'est que ça me bouffe de voir des nanas qui ont de l'or dans les mains, mais qui n'ont pas la chance d'avoir les compétences que j'ai et l'aisance que j'ai dans la vente, alors que ça s'apprend. Et donc, mon why, c'est ça. C'est d'aider ces nanas-là à pouvoir continuer leur activité parce que je sais que derrière, pour 80% d'entre elles, il y a un burn-out et retourner vers le salariat, ce serait un échec. Moi, c'est ça. Ouais, c'est ton expérience aussi qui parle à travers ça. C'est que toi, tu sais par quoi tu es passé et que tu n'as pas envie que d'autres traversent la même chose. Enfin, si tu peux l'éviter de par ton recul, ce que tu as appris, tu le fais. Et pourquoi, plus précisément, les femmes, du coup ? Parce qu'on parle beaucoup des femmes. Pourquoi est-ce que c'est ta cible principale ? Est-ce que c'est aussi une question d'expérience ou est-ce que c'est un choix Je pense que déjà, le fait que je sois rentrée chez Femmes de Bretagne, j'ai appris ce que c'était la sororité. D'accord. Je pense que déjà, ça joue beaucoup. Et puis, si tu regardes les stats et autres, sur une création d'entreprise, tu regardes Pôle emploi. Tu as deux choix quand tu as tes aides, l'aide de retour à l'emploi de ton chômage, tes ACEDIC. C'est soit tu le fais, tu prends ton chômage mensuel et tu te sécurises, soit tu prends une partie de ton capital en 2 versements. Quasiment tous les hommes prennent le capital. Les femmes vont aller prendre le mensuel. Tu vois, c'est pas moi, je les ai pas inventés, c'est des stats réels. Et en fait, les hommes vont avoir beaucoup moins de difficultés à aller... je suis pas féministe du tout. Hein. J'avais fait un podcast là-dessus, on avait bien rigolé. Mais c'est réel, en fait. La parité, elle y est pas du tout, en fait. Il y a un gros problème de légitimité au niveau des femmes. Il y a beaucoup plus de boulot à faire au niveau des femmes. Et je pense qu'en termes de sensibilité, je matche plus avec les femmes. Par mon côté un peu rentre-dedans, un peu humour et autres, où ça peut gêner les hommes. Je sais pas. Après, j'ai des hommes. Hein. Je bosse avec des hommes aussi. J'en ai très peu, mais j'ai quand même des clients hommes. Ça m'arrive. Mais par contre, on en revenait. Tu vois, il faut choisir sa cible. Il faut choisir. Toi, donc moi, je parle au féminin et autres. J'ai eu un homme qui est venu sur un atelier un jour. Il me dit, bon, c'est bon, j'ai payé. Il dit, par contre, bon, j'ai reçu le mail onboarding. Bon, c'est que au féminin. Je dis, ouais, je suis désolée. Promis, je suis en faire. Mais ouais, mais c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, ma cible... Parce que je pense que je peux aider plus de femmes que je peux aider d'hommes. D'accord. Justement, on parlait de cette volonté d'aider, tout ça, mais toi, tu as ta manière de le faire, notamment sur les réseaux, ce côté un peu coach. Parce que sur Instagram, j'ai noté que tu écrivais des vérités sans détour. Par exemple, vouloir la liberté sans le risque, c'est vouloir les avantages sans la responsabilité, et ça n'existe pas. Ouais. Et est-ce que selon toi, je pense que tu as répondu aussi, mais donc toi, c'est une manière à toi d'exprimer les choses, parce que est-ce que tu penses que beaucoup d'entrepreneurs passent justement à côté de leur business à cause de la peur ? Ouais. Voilà. Il y a la peur de la prospection, la peur, alors ça me fait beaucoup rire, la peur du regard des autres. Mais j'ai dit, mais va voir mon compte Instagram, ça va aller beaucoup mieux. Hein. Je suis toujours vivante. Et pourtant, je donne tout pour que le jugement est haut. Et puis tu vois, j'ai une pote, là, elle s'en prend plein la tronche avec des haters sur Insta. Je dis, mais moi, j'ai hâte d'avoir des haters. Mais j'en ai pas, je pense qu'ils ont peur de moi. Je sais pas, mais oui, il y a de la peur, il y a du déni. Je pense qu'il y a la peur de réussir aussi chez beaucoup de nanas. Et puis moi, de toute façon, je suis quelqu'un comme ça. J'ai pas de filtre, j'ai un franc-parler. Et j'ai pas envie de me changer pour faire plaisir aux autres. Tu vois, ça a été un grand débat au début en me disant non, mais tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça. Je pense qu'il y aura une question, tu vas me demander qui est ton mentor, machin, donc j'en parlerai à ce moment-là. Mais j'ai eu à un moment donné, j'étais tiraillée entre les codes corporate, entrepreneurial. T'es chef d'entreprise, donc tu dois être comme ci, comme ça. Et moi, ma vraie nature de non, en fait, moi, je fais des fautes d'orthographe. Puis j'en fais passer sur les réseaux, je m'en fous. En fait, je suis pas prof de français. J'ai un langage pas chartier, mais il est pas... Tu vois, le savoir-être qu'on m'a reproché à l'entreprise. Là, en fait, je m'en tamponne. Et c'est ce qui fait aussi ma différenciation aujourd'hui. Et je pense que c'est mon boulot aujourd'hui de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que moi, je vais dire la réalité. C'est-à-dire que si tu vas dans le mur, je vais te le dire avec tact, toujours respect, parce que le respect, c'est super important, mais je vais te le dire à un moment donné. J'avais un client qui a repris une entreprise, je pense qu'il s'est fait avoir sur le rachat de l'entreprise, c'est pas mon métier, je lui dis va voir un avocat, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je lui pose une question, écoute, au niveau du seuil de rentabilité, t'es où ? Donc seuil de rentabilité, ça veut dire c'est qu'est-ce que tu dois rentrer au minimum pour payer tes charges et accessoirement de quoi payer tes factures perso. 20 000 euros de seuil de rentabilité. Donc ça arrive sur des grosses entreprises et autres. Puis il dit, t'en es où ? Il me dit 8 000. Donc déjà, la marge, elle est quand même... Il faut aller les chercher, les 12 000... Ouais, je suis nulle en maths aussi. Les 12 000 d'écart. Et puis, donc, on bosse ensemble. Et au bout d'un moment, je sentais bien que
la prospection, ça n'allait pas. Et il me dit non, mais moi, la prospection et tout. Je dis attends, par contre, je vais être claire avec toi. Là, aujourd'hui, tu as 2 solutions. C'est soit tu te sors les doigts et tu vas prospecter, tu vas chercher des clients, soit tu vas tout de suite en liquidation judiciaire parce que ça se passera pas autrement. Tu vois ? Et je pense que mon métier, c'est de dire ça à un moment donné aux nanas. C'est soit tu te sors, tu as envie de faire fonctionner ton activité, tu te donnes les moyens, et moi, je suis là pour t'aider, soit en fait, commence déjà à rechercher les annonces parce que ça va pas marcher par magie, en fait. Et ça, c'est mon métier de dire les choses clairement. Et je travaille beaucoup maintenant en partenariat, tu vois, avec l'ADI, la BGE, des organismes de l'accompagnement finalement à l'émergence de projets et autres. Et elles me disent, c'est bien que tu existes, parce que nous, on aimerait pouvoir le dire, mais notre posture ne nous l'autorise pas. Donc voilà. Après, c'est aussi pour ça qu'on va venir te voir, parce que pour ton franc-parler, il y a des gens qui ont besoin d'être bousculés. Ouais. Et voilà, et c'est ce que, voilà, moi, c'est ce que j'ai remarqué sur tes réseaux, notamment donc avec Martine. Ouais. J'adore. C'est justement de pouvoir provoquer des déclics et de se dire, ah oui, quand tu lis, c'est vrai, quand tu lis, par exemple, Martine, ce que tu écris, tu dis, ça te titille un peu en disant elle a raison, ah oui c'est vrai, là je me reconnais. Moi j'ai lu c'était quoi par rapport au pendant que tu attends d'être parfaite, d'autres encaissent déjà. Alors j'ai adoré parce que moi j'ai eu tendance à faire ça à un moment donné, à me dire faut que tout soit parfait, enfin ma vidéo etc. Faut que et aujourd'hui je me dis notamment avec mon nouveau projet des Belles Voix, tu vois, c'est en fait qu'est-ce que t'attends, parce que en attendant on n'entend pas parler de toi si tu ne vas pas faire ce post-là ou montrer ce bout de cet extrait-là ou quoi. Et effectivement, je pense que ça freine, c'est un frein de voilà, parfois d'attendre que ça se passe. Et puis... J'étais perfectionniste. Je pense que sur certains points, je le suis encore, beaucoup moins. Il faut l'être un petit peu, mais je veux dire, il faut trouver le bon dosage. À partir du moment où le message est là, si le visuel, il n'est pas extra, en fait, je suis pas infographiste, je suis pas designer. Tu vois, c'est ça, je fais une faute d'orthographe, c'est cool, achète-moi un Becherel, de toute façon, je le verrai jamais, je suis pas prof de français. Tu vois, par contre, je pense que le message que je passe est super important. Et t'as dit un mot, c'est provoquer. Moi, j'adore provoquer. J'adore provoquer parce que je pense que c'est quand tu vas dans la confrontation, bienveillante toujours, que tu crées des prises de conscience. Et j'adore ça, j'adore provoquer. Je voulais revenir, donc on en a reparlé de Martine du coup, voilà. Et je voulais aussi revenir sur ta com, donc l'humour. On en a parlé au départ avec le déguisement. Je vous invite vraiment à aller voir le compte Instagram de Diane, hein. On rigole bien. Est-ce que pour toi c'est une stratégie marketing, une signature personnelle, ou c'est plus une façon finalement de traverser les difficultés avec plus de légèreté, mais dans la vie en général? Je pense que c'est un peu tout. Mon mari, nos proches, on est beaucoup sur l'humour noir et tout, autodérision, voilà. Moi, je peux te faire une blague à un enterrement sur la raison du décès, tu vois, notamment le gars, voilà. Donc, c'est pas un manque de respect, mais je trouve qu'avec l'humour, on passe plus facilement certaines choses qui peuvent être dures à vivre, et notamment, tu vois, quand on a appris pour la maladie de mon fils, on a essayé avec mon mari, tout le monde s'effondre, hein, clairement. Tu sais, à ce moment-là, en plus, le médecin qui nous l'a appris ne savait même pas ce que c'était comme maladie. Donc, tu sais même pas s'il va y avoir un impact sur la longévité de ton enfant, tu vois. Et donc, avec mon mari, on essayait de dédramatiser en se disant, écoute, on aurait pu nous dire qu'il allait mourir dans une semaine, qu'il aurait pu avoir une leucémie, un cancer. Et mon mari me sort, on aurait pu nous annoncer qu'il était roux. Et tu vois, mais c'est un truc, c'est con. Mais ça nous a fait du bien sur le moment. Et en fait, on joue beaucoup là-dessus, sur l'humour, un peu comme ça, pour alléger. Donc je pense qu'effectivement, l'humour fait passer des messages qui peuvent être difficiles à entendre par moment. C'est un positionnement. C'est-à-dire que moi, je suis pas un pingouin, je suis pas en costard-cravate, tu vois. J'ai du mal à aller sur LinkedIn pour ça. J'ai des croyances, des choses à travailler, mais on peut pas être partout. Donc Insta, ça me va bien. Et puis en fait, c'est moi. Parce que je suis un clown au quotidien, je rigole. Voilà, c'est moi. Donc en fait, j'ai pas envie de me changer pour... Et donc, j'ai fait une rencontre d'une nana, parce que je sais que tu vas me demander si j'ai un mentor ou quoi. Il y a... en octobre dernier, donc j'ai investi, ça m'a coûté, je pense, bien 1 000 € d'aller sur Paris. Je suis allée participer donc, au Bichot de Aline Bartoli, The Bee Boost, donc c'était un séminaire à Paris. J'ai dit, allez, je sors un peu de ma campagne, on va dire, de ma province, Saint-Brieuc, voilà, je vais à Paris. Et en fait, au début, je me suis dit, tiens, je vais peut-être trouver des clients. Et en fait, j'ai pris un hypercute. J'étais avec des nanas qui faisaient le million de chiffre d'affaires, des nanas, elles étaient en 10, 20, 40, 50 cas, tu vois. Je suis rentrée vraiment dans un environnement complètement différent. Des nanas axées énormément sur le digital. Donc, tu vois, j'étais avec mon petit pull où dans le dos, il y a marqué, c'est possible de trouver des clients sur le digital.
Et donc, il y avait des conférencières. Et là, il y a une nana qui est arrivée. Ah, je l'adore. C'est Alice Catellino. C'est Alice Cat Design sur les réseaux. C'est une nana, c'est une bimbo. Elle est refaite de la tête aux pieds, en gros. Elle l'assume complètement. Elle est tout le temps avec son chihuahua. Ah oui, voilà. Elle est blonde, cheveux longs. Oui, d'accord. Blonde, elle est blonde, cheveux longs. Elle a les seins refaits, voilà. Mais elle en joue, et tu vois. Et elle est arrivée sur scène. Mais c'était un one-woman show. Elle te sort des feintes. Et tu vois, là, j'ai pris conscience de me dire, la nana, elle fait quand même le million. Elle fait la com des casinos partout. Elle est multipreneur. Elle a, je sais pas combien, une dizaine d'entreprises. Et là, tu te dis, attends, tout le monde sur Saint-Brieuc est en train de me dire, tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça, machin. Et là, pendant un week-end, mais toutes les nanas, parce que t'avais la meuf en rouge, t'avais Nina Ramen, t'avais plein de nanas qui qui sont vraiment présentes et qui ont fait leurs preuves sur le digital. Et toutes disent, de toute façon, les personnes n'aiment l'eau tiède. Tu vois ? Donc en fait, quand t'es trop lisse, ça plaît pas. Et là, je dis, mais vas-y, en fait, je suis en train de me frustrer, de me briver à être qui je suis, mais j'ai lâché les chevaux. Et c'est depuis là que j'ai assumé ma connerie sur les réseaux. D'accord. Et ça plaît. Et ça fait la différence. Ouais, et je me marre. Franchement, quand l'autre jour, j'ai coworké avec des collègues, là, on a été à Feuillette, on a coworké sur nos réseaux, et j'étais en train de faire des montages vidéo, et en fait, je glousse derrière mon ordinateur, parce que je me fais rire moi-même à faire mes montages vidéo. J'ai une pote qui est venue filmer, notamment le dernier où je suis en fluo, je lui dis... On avait fait tous les un peu soft avant, et je lui dis, va faire pipi. Elle me dit, mais non, j'ai pas envie, je dis, va faire pipi. Je vais me changer. Je dis, va faire pipi. Donc elle est allée, et en fait, j'ai dû lui trouver un fauteuil pour poser le téléphone, parce que sinon, ça faisait ça tellement elle rigolait à ma connerie, tu vois, donc j'avais perdu mon trépied à ce moment-là. Mais voilà, et en fait, moi je me marre, j'ai envie de rire. Et Alice le dit très bien, et je trouve que moi, elle m'inspire énormément. Et ouais, si tu kiffes pas, si ça te fait pas rire ce que tu fais, le fais pas, quoi. Donc les réseaux, moi qui étais contre au début, je m'éclate sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai une stratégie qui va aller vers l'acquisition client sur les réseaux. Parce que je suis arrivée à un seuil de chiffre d'affaires où pour aller au-dessus, t'es obligé d'aller sur les réseaux. Ah bah oui, y a pas ou aller en entreprise, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller en entreprise. Moi, je m'éclate avec ma cible, tu vois. Donc ouais, aujourd'hui, moi, j'essaye de conquérir un peu le marché du digital, mais toujours en expliquant comment tu peux aller chercher tes premiers milliers d'euros sur le local. Oui, parce que du coup, par rapport à ton slogan, c'est de bien expliquer le process. Moi, ma promesse, c'est d'aider à aller chercher les 1000, 1500 euros de chiffre d'affaires. Et que le reste, ça se fait Tu peux aller jusqu'à 3000 euros à peu près sur le local. Après, ça devient un peu plus compliqué. Et là, le digital est important, quoi. Je voulais juste... avant de conclure, revenir un peu sur le burn-out que tu as vécu, parce que c'est une épreuve importante, parmi effectivement d'autres épreuves. Toi, si tu avais parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit une femme épanouie qui a une posture d'entrepreneur et qui sait où est-ce qu'elle a envie d'aller. Et justement, toi, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en train de traverser cette épreuve avec le recul, finalement? Déjà, c'est d'être accompagné. Tu vois, tu fais pas ta thérapie sur ChatGPT, on fait... on fait pas ça. On fait pas ça. Je pense qu'il faut trouver le bon professionnel qui t'accompagne. Que si à un moment, le professionnel te propose des cachets, c'est peut-être que tu en as besoin. Moi, je voulais pas entendre parler des cachets. Ça fait 2 ans que je suis sous antidépresseur et j'en vise pas spécialement de les arrêter. Et c'est OK, c'est juste que mon cerveau n'est pas en capacité de sécréter ce qu'il faut, en fait. Donc, comme un diabétique va avoir de l'insuline, c'est pareil, mon cerveau est défaillant, et sur beaucoup de points. Mais voilà, pour ça, donc être entouré, ne pas écouter ce que disent les autres, ce que pensent les autres, en fait, c'est leur problème. Tu vois, quand je dis on a tous notre part de responsabilité, ce qu'ils pensent, c'est leur problème. C'est pas une vérité, c'est leur croyance à eux. Si toi, t'es pas bien, et t'as le droit d'accepter de pas aller bien, en fait, c'est OK. Et je pense que c'est ces conseils-là que je donnerais. Et d'écouter aussi les premiers signes qui peuvent être... Faut arrêter de se dire c'est normal. C'est pas normal. Tu vois, moi, en fait, avec le recul, mon fils se réveille la nuit, je me rendormais pas parce que mon cerveau s'était mis en mode business et je m'envoyais des mails pour pas oublier le lendemain, tiens, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, dans la douche, dans la voiture. C'est pas normal. À moins que c'est vraiment une passion et que tu kiffes ça, parce que moi ça m'arrive, notamment quand je fais la voiture, c'est le moment où mon cerveau est en mode attends, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Mais c'est pas normal en fait. Justement, tu as adopté la semaine de 20 heures. Est-ce que c'est aussi par rapport à ça, pour
pouvoir justement trouver un équilibre vie pro, vie perso et se donner du temps, des temps de pause. C'était mon ambition au départ quand je me suis mis à mon compte, ce qui fait beaucoup rire mon mari aujourd'hui. Je voulais bosser 20 heures semaine pour toucher 2 000 € par mois. D'accord. Et en fait, je suis arrivée très rapidement, très facilement à 2 000 €. Je dis, mais pourquoi se limiter? Non, je rêve pas d'être millionnaire, mais voilà, du coup, c'est bien loin. Il me dit, non, mais les 2 000 € pour 20 heures, tu les as oubliés? Ouais. Par contre, oui, je pourrais pas te dire combien d'heures je fais par semaine, parce que ça m'arrive de bosser le dimanche. D'accord. Parce que j'ai envie de bosser, parce que comme ça, je m'occupe pas de mon fils. Non, mais voilà, en fait, aujourd'hui, tu vois, j'ai une nana avec qui je suis très proche qui est accompagnante en slow business. Et je pense que le slow business me correspond bien aujourd'hui, c'est-à-dire que je m'écoute. C'est-à-dire que, c'est plutôt ça, ouais. déjà, quand il y a Bridgerton qui sort, je bloque ma journée. J'ai vu ça. Donc le 26 février, voilà, pendant les 4 heures, vous me pensez, je suis pas là. Donc c'est s'autoriser ça en fait, c'est être à son compte, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, là je venais ici, mais mon fils nous a encore fait un coup cette nuit où j'ai pas bien dormi, etc. Ça va, je suis fatiguée, ça tombe bien. Mais c'est de se dire, ce matin, en fait, je suis fatiguée, je le dépose à l'école et je vais me recoucher et c'est ok. Tu vois, je m'écoute beaucoup. Et si j'ai pas envie, en fait, je me force pas, je fais pas. Ça m'arrive de travailler après avoir couché mon fils jusqu'à 23h. Ça m'arrive de travailler les dimanches. Et je me force pas à travailler. J'honore mes rendez-vous. Mais voilà, en fait, ça va pas plus loin. Oui, donc plutôt que de dire je travaille tant d'heures par semaine, c'est plutôt de se dire maintenant je m'écoute. Ouais. Si j'ai envie à un moment donné d'arrêter et de faire autre chose, de prendre soin de moi. Ouais, c'est ça. Il y a des semaines où je vais être à fond. Et les filles autour de moi me disent mais Liane, et en fait, c'est ce qui te convient à ce moment-là. Et tu vois, donc la nana en slow business, elle travaille beaucoup avec le cycle féminin. Ah, oui. Donc il y en a beaucoup qui sont un concept et autres, mais non, mais en fait quand t'as tes règles, t'as juste envie d'être sous ta couette, à regarder un film ou à lire, t'as pas envie d'aller dans les after-work, les machins, tu vois. Et en fait aujourd'hui je m'écoute de plus en plus. J'essaye du moins de dire là en ce moment j'ai envie de ça, je fais ça. Ok. Et je peux être 3 semaines sans tourner de réel. Bon après je suis dans la merde au niveau de mes contenus. Et il y a des moments où je vais être à fond, je vais être inspirée, j'ai envie de faire mes conneries et j'y vais quoi. Dans Les Belles Voix, on parle, comme tu sais, de cette pierre qu'on apporte à l'édifice en tant qu'entrepreneur à notre échelle, pour apporter du positif dans ce monde qui est parfois un peu anxiogène. Est-ce que toi, tu le vis comme tel par rapport à ton activité un peu, alors il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais un peu comme une mission de vie, notamment vis-à-vis des femmes. Ouais. Donc, je pense que tu as un peu répondu avant, mais est-ce que toi, tu le vis comme tu le prends comme une responsabilité? Une responsabilité, non. Une mission, un besoin, ouais. En fait, j'ai besoin, tu vois, je te disais, ma pote, je préfère avoir une pote, des amis qui aillent bien autour de moi. Et je pense que c'est ça, c'est que si je peux... L'écosystème dont je te parlais, si toutes ces nanas-là, si autour de moi, je peux amener des nanas à kiffer la vie que je kiffe aujourd'hui, à être à mon compte, c'est satisfaisant et c'est un besoin, je pense. J'ai besoin que les gens aillent bien autour de moi. Pour aller bien. Et finalement, tu peux pas, je suis pas Dieu, je peux pas aider tout le monde, et c'est ok. Et tu vois, quand tu parles du milieu anxiogène, moi, avec la guerre en Ukraine, j'ai coupé complètement les médias. J'ai des brimes des fois, je découvre des trucs, je dis ah ouais, et en fait je vais pas creuser plus loin, je vais pas m'intéresser. C'est pas parce que je m'en fous et que je suis pas que ça me touche pas, mais au contraire ça me touche beaucoup trop, je suis une éponge et du coup je me protège, je protège mon fils, je protège mon entourage de ça et à un moment donné je peux pas agir partout sur tout. Alors c'est pour ça que on agit à notre échelle sur ce que parce que c'est en faisant des petits gestes ou des petites choses chaque jour que finalement si on fait tout ça, on va tous mieux. Et tu vois, j'avais une conversation un petit peu dynamique avec ma tante qui est à la retraite, qui a 70 ans passés et autres. Et en fait, elle me reprochait de ne pas m'intéresser à la politique, de ne pas... Elle est sur CNews toute la journée, quoi. Je dis, mais ça t'apporte quoi? Oui, mais quel monde tu laisses à ton fils, etc. Je dis, écoute, moi, mon fils, plutôt que d'être engagé politiquement, je préfère lui apprendre les valeurs et que c'est lui qui va construire le monde de demain, en fait. Et elle me dit, oui, mais t'es vraiment dans le déni, etc. Et avec le recul, je me dis, non, en fait, je suis pas dans le déni. Parce que toi, t'es derrière ta télé, à commenter tout ce qui se passe, à râler, mais qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu fais pour changer le monde? À part aller voter sur un parti que je pense que ça va pas changer grand-chose. Je dis, moi, je suis engagée bénévolement dans Femmes de Bretagne. Je fais des choses, en fait, qui font changer. Et je pense que c'est ça, la différence. Entre ceux qui parlent et ceux qui font, il y a une grosse différence.
Et moi, je suis quelqu'un qui est dans l'action. Et je pousse mes clientes à se bouger et être dans l'action. C'est que comme ça qu'on va changer, en fait. Tu vois, il y a une phrase que j'aime bien, c'est la meilleure façon de ne rien changer, c'est surtout ne rien faire. Non, mais c'est vrai. Carrément. Complètement d'accord. Je ne supporte pas la fatalité. Ah, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Non, mais on peut toujours. Il y a toujours quelque chose, tu vois. Le suicide, c'est un acte que je ne comprends pas. Voilà, là, on part dans de la psycho et autres, mais moi, à mon niveau, c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que pour moi, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une solution, tu vois. Dans des situations, non. Mais j'aime espérer que oui. Tu vois. Et je pense que, en fait, si tu te dis qu'on est dans un monde de merde et que... calme-toi, quoi. Non, mais, tu vois, je pousse pas du tout au suicide, mais... Non, mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi avoir de l'espoir et penser positif pour le monde de demain, parce que sinon, Et moi, je préfère voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses. Ouais. On va passer aux questions signatures du podcast, des belles voix. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde, mais de manière positive? Je supprimerais la méchanceté et l'ambition malsaine, tu vois, le côté un peu conquérant, à vouloir dominer les autres. Déjà, si on avait ça en moins, la méchanceté... Ça irait déjà mieux, c'est sûr, quand on voit l'actualité aujourd'hui. Ouais. Même si je suis comme toi, moi j'évite de regarder les infos. Mais donc tu as déjà répondu pour le mentor et tu nous as aussi donné un mantra. Ouais. Quel livre aurais-tu pu écrire ou quel film aurais-tu pu réaliser? Les Tuches. Ah oui, oui, mais en même temps. Ouais, tu vois, l'humour bas de plafond, un peu... À 100%. Ouais, les Tuches, moi je peux jouer dedans, il n'y a pas de souci. Génial. Et enfin, qu'est-ce qui te touche le plus dans le monde de manière positive? Tu vois, quand tu m'avais envoyé les questions, j'ai bloqué sur celle-là. Je te dirais les bébés animaux. Je trouve ça tellement mignon. Chaque fois, je dis achète-moi un bébé loutre, je veux un bébé phoque. Ouais, je trouve que c'est, tu vois, c'est un truc qui fait du bien et c'est mignon. C'est craquant. Et voilà, sans aller trop loin, en fait. Les bébés animaux, j'aime bien. Animaux, hein, pas humains, c'est chiant. Merci beaucoup merci pour cet échange. Donc, on peut te retrouver, je ne vais pas te poser la question, mais je pense que tout le monde a compris, sur Instagram. C'est ça, desdi.consulting.commercial. Tu as aussi ton site internet. Ouais, que mon mari m'a gentiment. Ah, génial. Je couche utile. Ah, ouais. Ouais, je suis un peu sur LinkedIn aussi. Et LinkedIn, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et moi, j'avais une question, c'est à quand ton One Woman Show? Ouais, c'est en projet. Ah j'ai commencé... J'ai rien vu là-dessus, mais je me suis dit... Si. Ouais, un show sur l'entrepreneuriat, ce serait quand même... J'ai commencé à écrire un livre. Ah, d'accord. Et après, oui, je veux lancer une conférence en mode One Woman Show. Ah, trop bien. Donc, j'espère pour fin 2026, début 2027 peut-être. Bon, faut se tenir informé sur les réseaux de Diane. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour cet échange et puis, très belle continuation. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez toutes les informations sur notre invité dans la description. Sachez que ce média est ouvert à tous les entrepreneurs qui souhaitent partager leur expérience, pour que chaque voix trouve sa place et inspire d'autres à suivre la leur. Les Belles Voix, c'est avant tout une expérience podcast conçue spécialement pour vous, chefs d'entreprise. Au programme, rencontres, partage, bien-être, convivialité et contenu vidéo pour développer votre visibilité. Ce concept est né de l'envie de mettre en lumière les entrepreneurs qui agissent avec sens et authenticité pour faire bouger les lignes. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Instagram et bien sûr sur ma chaîne YouTube, Les Belles Voix.